C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari recevait ce matin Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Laurent. Bienvenue dans la matinale de CNews. La pression de l'épidémie est au maximum en Ile-de-France et dans de nombreuses régions également. Est-ce que les mesures de freinage prises par l'exécutif vous semblent de nature à freiner l'épidémie ou est-ce que vous souhaitez qu'on aille plus loin, confiner, voire fermer les écoles ? Je constate qu'elles ne freinent pas grand-chose. Il y en a eu beaucoup de déclarations en plus qui sont peu suivies des faits. On pourrait s'arrêter, on va le faire sans doute sur la vaccination. Moi, je veux parler aussi comme élu de Seine-Saint-Denis, où la situation est particulièrement dégradée. Alors là, après le confinement, moi je ne souhaite pas qu'on retourne dans le confinement à l'image de ce qu'on avait connu il y a un an, mais le peu de mesures concrètes qui sont prises amène à ce que la question mérite d'être posée. Mais tester, tracer, isoler, par exemple, qui était au point de départ, on se souvient, la doctrine. Qui est isolé ? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont isolés ? Moi, en Seine-Saint-Denis, tous mes amis... Oui, mais enfin, voilà. Bon, alors, cas particulier à Seine-Saint-Denis, surpopulation dans des appartements. Comment on s'isole ? D'accord ? Bon, comment on s'isole ? Je ne connais personne de mon entourage, de mes amis, des gens qui me fréquentent quand ils ont été testés positifs, à qui l'ARS ou quiconque a dit « Monsieur, madame, allez vous isoler dans tel endroit ». On a par exemple, à la porte de Bagnolet que je connais bien, beaucoup d'hôtels qui travaillent peu à l'heure actuelle en raison du Covid. On aurait pu réquisitionner tous ces lieux pour dire à des gens « Tout cela n'a pas été fait ». Le patron, d'accord, a proposé à plusieurs reprises que ces hôtels servent. Exactement. Il a même proposé qu'ils servent à la vaccination. Bon, vous voyez, donc tout ça, il y a des propositions qui ont été faites, y compris, vous voyez, par le CIV, qui n'ont pas été mises en application. Et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une politique véritablement de test significatif ? Je pense notamment dans les états scolaires. Ça n'a pas eu lieu. Est-ce qu'on a 300 000 tests. Non, mais non, mais enfin, je veux dire, c'est pas assez. Il faut les faire très régulièrement. Les tests salivaires ne donnent qu'une photographie à un moment donné, alors qu'on a là des centaines de milliers de jeunes et que ça commence à poser problème. Bref, on a une situation où ça ne va pas. Et là, enfin, je le dis avec des mots extrêmement euphémisés, mais il y a une inquiétude. Et en particulier, je trouve, dans la communauté scolaire, on va en parler sans doute. Là, qui est en Seine-Saint-Denis, extrêmement inquiète. Les parents sont inquiets. Drancy, effectivement, depuis le début de la pandémie, 20 élèves ont perdu un parent, ce qui est terrible, et 22 classes sont fermées. Drancy, c'est Eugène Delacroix de Drancy. Oui. Absolument. Est-ce que, encore une fois, il faut fermer les écoles ? Est-ce que vous réclamez aujourd'hui que l'on ferme complètement les écoles ? Jean-Michel Blanquer ne le veut pas, il veut que les écoles restent ouvertes coûte que coûte. C'est-à-dire, Laurence Ferrari, je comprends votre question, mais le caractère binaire me pose un petit problème. C'est-à-dire que, est-ce que entre on reste tel qu'on est aujourd'hui et fermé, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire ? Est-ce que, par exemple, les purificateurs d'air, souvent on estime que le problème, c'est qu'à partir du purificateur d'air, ça peut faire disparaître le virus jusqu'à 90%. Il n'y en a pas. Beaucoup d'établissements scolaires, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Vous connaissez ça, je sais que vous êtes... bon, je veux dire, quelqu'un très con vit ça, vous avez des enfants scolarisés. Il y a des établissements scolaires auxquels, pour plein de raisons, parce que c'est détérioré, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. C'est le cas d'établissements de Seine-Saint-Denis. Est-ce que, par exemple, lorsque l'enfant est malade, on a les conditions pour que, par exemple, les parents immédiatement bénéficient d'un arrêt maladie, arrêt de travail, avec revenu de substitution, pour qu'on puisse rester là. Tout ça, c'est des choses très concrètes. Et ainsi de suite. Tout cela n'est pas fait. Est-ce qu'on peut dédoubler les cours ? Nous proposons depuis un an le fait de dire, eh bien, embauchons massivement. Je fais une proposition, par exemple, tous ces étudiants en situation de précarité, etc. On aurait pu embaucher un groupe de jeunes qui ont une formation universitaire. Momentanée, c'est pas ma solution, je suis pas pour des profs au rabais, mais qui seraient venus soulager, par exemple, dans l'établissement scolaire pour dédoubler les cours. Cela n'a pas été fait. On aurait pu réquisitionner des salles municipales pour que des activités, je pense notamment à la restauration scolaire, Bref, ce que je veux décliner... Ce qu'on aurait pu faire, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'on fait ? À l'heure actuelle, moi je ne vois pas d'autre solution parfois dans certains établissements sur le fait que l'on ferme. Mais on peut encore peut-être réagir sur le fait que des mesures significatives soient prises pour que on n'arrive pas à cette situation catastrophique. Bon, parce que fermer, évidemment, ça a des conséquences. Et puis, si on ferme, j'insiste là-dessus, c'est pas fermer, c'est fermer comme ça. C'est est-ce que les parents, par exemple, peuvent accueillir aussi à la maison ? Ce que j'ai dit, j'insiste, revenu de remplacement. Parce que si on ne va pas travailler, il faut qu'on puisse être payé en conséquence. Ça ne peut pas être laissé au choix comme ça du salarié, qui, on le sait bien souvent, dans beaucoup d'activités, et notamment en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas le télétravail. Soyons concrets, le télétravail, c'est très bien. Mais moi, je connais beaucoup de gens qui font un travail de manutention, des femmes de ménage, des gens qui travaillent de leurs mains, etc. Ils ne travaillent pas devant un ordinateur. Et eux, donc, il faut les aider. On pourrait le faire. Tout ça, à l'heure actuelle, rien de tout cela n'est fait.
Rien. Et même après, c'était il y a plusieurs mois, Jean-Michel Blanquer avait évoqué le fait que les enseignants pourraient être vaccinés, ils ne le sont pas de manière significative, etc. Ils seront dans les publics prioritaires à partir mais du ça fait plusieurs mois que c'était au mois de décembre dernier, Jean-Michel Blanquer avait dit la même chose. Il avait dit qu'il le serait de la même façon qu'ils avaient dit qu'à l'heure où nous parlons, au printemps, il y aurait 15 millions de personnes vaccinées, on en est à 7,5 millions. Qu'est-ce que ça pose tout ça aussi? C'est qu'il y a aujourd'hui de moins en moins une confiance dans la parole publique. On en a besoin en période d'épidémie. Et il y a un consentement à l'autorité aussi qui diminue fortement. Parce que les gens ne voient plus la sortie du tunnel. On leur a dit tellement de choses qui sont avérées faux. Je ne reviens pas à ce mais on s'en souvient, c'était dramatique. Sur la question du testé, tracé, isolé, on voit le résultat. On leur a dit qu'il fallait vacciner massivement. Je prends un exemple. Je suis député d'une circonscription de Seine-Saint-Denis. Je l'ai souvent répété dans les médias. Mais au mois de janvier, le préfet m'a dit, Monsieur Corbière, il va y avoir 3 centres de vaccination dans votre circonscription. Et quelques semaines après, il n'y en avait qu'un seul qui a été mis en place. Et là, depuis peu, il y en a un deuxième. Et bon, voilà. Et c'est très concret. Il n'y a pas assez de doses. Elles arrivent au compte-gouttes. On ne comprend pas toujours. Ce n'est pas propre à la Seine-Saint-Denis, comme vous le savez. C'est propre à l'ensemble de la France et voire de l'Europe. Oui, mais on est le département le plus touché par le virus. Absolument. On est le département où, précisément parce que les gens vont travailler, parce que les gens sont entassés dans des appartements. Je dis entassés parce qu'il y a de la surpopulation, parce que c'est difficile. Ça, particulièrement vite. C'est ça qui est préoccupant. On me disait au départ, oui, mais on vaccine moins. Parce qu'à la fois, on est à plus 30% de taux de contamination du virus, mais on est moitié moins vaccinés qu'à Paris. On me dit oui, mais c'est parce que la population elle est plus jeune. Oui, d'accord, mais enfin, il n'empêche qu'on voit bien le résultat aujourd'hui. Est-ce que vous demandez qu'on étende la vaccination à tout le monde, pas seulement aux plus de 70 ans, et justement qu'on vaccine les jeunes? Madame Ferrari, la question de oui, mais est-ce qu'on a assez de vaccins? C'est ça la discussion. J'espère que personne n'est contre en soi qu'on vaccine tout le monde. Le président Macron dit pour l'instant ce serait un mauvais choix politique et sanitaire. Si j'ouvrais à toutes les tranches d'âge d'un coup, il y aurait des inégalités sociales et territoriales dans l'accès aux vaccins. Oui, parce qu'il n'y a pas assez de vaccins, parce que la production de vaccins n'est pas assez importante. Parce que pourquoi n'avons-nous pas fait, je vais citer du Macron, faire du vaccin un bien commun de l'humanité? C'est ce qu'il a dit. Alors, il faut sortir aujourd'hui ce vaccin dont nous avons besoin des logiques d'argent. Bon, la discussion a eu lieu il n'y a pas longtemps à l'Organisation mondiale du commerce qui s'est réunie il y a quelques semaines. La France n'est pas intervenue pour que le brevet aujourd'hui du vaccin soit mis en licence libre, si je puis dire. Bon, nous ne faisons à l'OMC ? Oui, alors lors de l'Organisation mondiale du commerce, okay. il y a cette discussion. Non, mais l'OMC aussi, après, permet d'avoir la discussion, notamment sur... Il y a un droit international qui existe depuis 1925 qui permet que des brevets, dans des conditions exceptionnelles, puissent être mis en bien commun partagé. Ce que je veux illustrer par là, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il est hors de question, et pourtant c'est le cas, qu'en cette période de crise, certains fassent du profit avec le brevet du vaccin dont nous avons besoin. Nous devrions également élargir le portefeuille des vaccins. On a fait le choix de certains vaccins qui sont fabriqués par des firmes britanniques, etc. On connaît, mais il y a aussi d'autres pays qui ont fabriqué des vaccins. La Russie, la Chine, etc. On ne fait pas appel à eux. J'ai vu qu'on a Merkel même est en train de se poser la question, éventuellement de faire appel à ces vaccins qui sont russes. C'était dogmatique par rapport à ça. Je dis qu'ils soient homologués par l'Européenne du médicament. On peut accélérer les choses. Et on a d'ores et déjà des résultats qui nous montrent qu'ils ont un taux quand même de satisfaction qui les met dans des normes, c'est-à-dire qui sont tout à fait acceptables. Et puis ce qu'il y a de dramatique, pourquoi la France, mais c'est un autre sujet, mais qui était symptomatique de choix économiques qui ont été faits. Le grand pays de Pasteur, si je puis dire, etc. Pourquoi nous ne sommes pas nous-mêmes inventeurs de vaccins et producteurs de vaccins. Enfin, tout ça, je crois que tout le monde l'a sous les yeux et comprend bien que non seulement nous sommes face à une crise sanitaire, mais nous sommes face à une crise sociale, pratique, on pourrait en dire 2 mots, parce qu'on est suspendu bien sûr à des décisions prises un petit peu de manière solitaire par le président de la République, et qui sont les grands révélateurs des inégalités dans lesquelles nous vivons. Des choses sont mises entre les mains de groupes privés, alors qu'on aimerait que notamment le droit à la santé soit pas une affaire. Des choses sont confisquées par un pouvoir politique qui ne partage pas, je trouve, suffisamment la prise de décision dans ces cas-là. Et aussi, je dis ça parce que c'est la veille du débat sur, même c'est cet après-midi sur la loi climat, on voit bien comment tout ça se mêle aussi de ce libre-échange, etc. Ça abîme l'écosystème lui-même. Et tout ça est assez lié. Donc c'est intéressant en ce moment, je ne dis pas de manière cynique, pour qu'on puisse avoir une prise de conscience collective, et je crois que beaucoup de gens le sont, sur le fait que le monde de demain ne peut plus être le même qu'aujourd'hui. Parce qu'il y aura de nouvelles pandémies, sans aucun doute. Mais ça va poser la question aussi, pourquoi avons-nous affaibli nos services publics de santé? Pourquoi il n'y a pas assez de lits dans les hôpitaux? Je termine là-dessus, sur ma longue tirade peut-être, mais oui, Olivier Véran, Olivier avait dit l'été dernier, je crois au mois d'août, que s'il y avait une nouvelle vague, on pourra ouvrir jusqu'à 12 000 lits de réanimation, et je crois qu'on n'en est même pas à la moitié. Pourquoi nous ne l'avons pas fait? En Ile-de-France, on va à 2200, mais effectivement, il y a la question qui se pose du tri des malades. Les médecins de l'AP-HP, les hôpitaux de Paris craignent de devoir trier les malades. Oui, mais là, si on ouvre 2200, on ne les
n'a pas ouvert de lit depuis un an. On n'a pas ouvert de lit. Et même, on a eu le débat à l'occasion du projet de loi finances à l'Assemblée nationale, où M. Dussault, celui qui s'occupe de la question des comptes de l'État, avait assumé le fait qu'il y a des restrictions budgétaires encore au sein du public. Nous n'avons pas ouvert de lit et ils l'ont assumé. Ça pose quand même un problème parce que le confinement, pas confinement, c'est une technique extrêmement rustique qui en fait est on adapte la situation en fonction de nos capacités d'accueil à l'hôpital. Pourquoi depuis un an n'avons-nous pas ouvert plus de l'animation? Ça n'est pas la clé de tous nos problèmes, mais ça soulagerait quand même nos personnels hospitaliers. Vous avez manifesté hier, je crois, pour la loi climat, en respect des gestes barrières, j'imagine. Non, mais il faut faire attention. Il y a eu d'autres manifestations, carnaval sauvage de Marseille, où là, il était revendiqué de ne pas appliquer les gestes barrières. Est-ce que, encore une fois, vous accréditez le fait que Jean-Luc Mélenchon, il dit à l'époque, ce n'est pas les bons à rien qui sont juste capables de flanquer des amendes à tout et de faire des gardes à vue qui vont nous expliquer ce qu'on doit faire à Marseille? Est-ce que, encore une fois, les bons à rien, c'est qui? C'est les policiers? Non, mais sortons de tout ça, s'il vous plaît. Il faut faire attention à l'heure actuelle, évidemment, avec les gestes barrières, évidemment. Et je veux dire, la police fait un travail difficile, mais en même temps, c'est un service public comme un autre qui mérite aussi, parfois, d'entendre les critiques citoyennes qui sont faites sur la police. Beaucoup de sujets ont eu lieu. Sortons de là, les policiers qui nous écoutent. Ils ne sont pas bons à rien. Non, mais après, il peut y avoir de la part des organisations syndicales de police très agressives, des fois, des manières de discuter, ou du moins d'invectiver quiconque a un regard critique sur ce grand service public dont nous avons besoin, qui bloque toute discussion. Voilà. Et parce que les policiers ont autre chose à faire bien souvent que là aussi de perdre du temps en allant sur les quais de Seine à Paris ou dans certains quartiers pour aller embêter des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont dans des conditions concrètes, que ce soit par leur travail, leur logement, qui les amènent à avoir difficulté à se protéger. C'est pour les verbaliser en plus de 135 €, c'est un peu ridicule. Est-ce que les régionales doivent en juin? Moi, c'est un sujet politique, mais quand même, c'est un sujet de démocratie. Oui, c'est un sujet très important. Enfin, je veux dire, c'est la question de la démocratie ne doit pas être confisquée par le Covid, et du moins la gabegie que désorganise le gouvernement actuel ne doit pas nous entraîner à ce qu'il y ait des parenthèses démocratiques. À l'heure actuelle, je ne saurais pas vous répondre, mais ce que je dis moi depuis le début, il faut maintenir les élections. Certaines ont été annulées, la législative, ça pose problème, mais une élection n'est pas qu'un moment où on vient voter. C'est aussi un temps de campagne qui doit avoir lieu. Le pouvons-nous? Comment on organise les choses? Comment éventuellement l'État multiplie, je veux dire, des petits exemples, des panneaux électoraux dans les villes, des temps de parole dans les médias, etc., pour faire en sorte que la campagne ait lieu. Tout ça, pour l'instant, je n'entends rien, je n'entends aucune proposition. On verra la situation, comme beaucoup de choses évoluent, que ce gouvernement n'est pas toujours à la hauteur, comment dirais-je, même des déclarations qu'il fait lui-même sur le taux de vaccination, etc. J'espère qu'on y arrivera. Mais ne banalisons pas le fait que nos libertés sont de plus en plus en train d'être confisquées, remises en cause. La souveraineté du peuple qui s'exprime à l'occasion d'une élection, c'est pas un à côté, c'est le sujet même. Moi, je crois que la caisse de résonance qui augmente nos problèmes, je l'ai dit, c'est que beaucoup de décisions sont suspendues à que va annoncer le président de la République. Et même le parlementaire que je suis, je me place pas au-dessus des autres, mais on est à peine associés. L'autre jour, on a eu quelques heures de discussion très cool à l'Assemblée nationale. C'est soi-disant le débat sur la crise sanitaire. Personne quasiment était là. Le président de l'Assemblée nationale n'était pas là. Le ministre répondait de manière assez mécanique. Et lui-même, d'ailleurs, nous disait que ses réponses étaient liées au Conseil de défense qui allait prendre des décisions quelques temps après. Tout ça n'est pas sérieux. Okay. Un mot d'une phrase prononcée par l'une des candidates au régional, Audrey Pulvar, candidate socialiste, en résonance des propos de la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce, à propos des réunions non. Audrey Pulvar estime que dans une réunion non mixte, les Blancs peuvent venir, mais doivent se taire. Est-ce que c'est un propos que vous jugez maladroit? Et la polémique qu'il engendre est-elle proportionnée ou disproportionnée? Moi, je veux qu'on entende clairement quel est le fond du problème, ou du moins quelle est la grande question que je pose. Est-il vrai ou non que dans ce pays, des citoyens subissent des discriminations? Oui ou non? C'est vrai ou pas? Qu'en fonction de la couleur de la peau, en fonction du sexe, est-ce que cela existe? À partir de là, qu'il y ait des recherches de gens pour voir comment ceux discriminés puissent s'exprimer est plutôt une bonne chose. N'inversons pas les choses. Moi, je trouve que j'ai même plus envie de commenter ça tellement ça fait diversion du problème. Ça a occupé tout ce week-end, ça devient ridicule. Mais n'inversons pas les choses. Madame Pulvar n'est pas raciste. Ceux qui se posent la question de comment on fait en sorte que les femmes puissent parler, que ceux qui sont discriminés dans leur emploi, dans leur accès au logement puissent s'exprimer, c'est pas eux les racistes. Il y a une gourmandise tout de même à montrer tout ça du doigt qui m'amuse. Je vais le citer, je crois que c'est sur votre antenne, quand je vois Robert Ménard venir faire la leçon hier à la télévision sur le fait qu'il serait choqué par les propos de Mme Pulvar, que le même, il y a 5 ans, comptait les enfants d'origine musulmane dans ses écoles. Enfin, où va-t-on? Donc, ce que je veux dire, il y a une manœuvre politicienne. Non, mais c'est pas le procès d'un homme politique. Non, c'est pas. Non, mais je fais le procès de lui parce qu'il est monté au créneau comme beaucoup d'autres qui sont des tartuffes,
qui sont des tartuffes. Mais vous, sur le fond, non, mais c'est pas sur le fond. Vous pensez quoi? La manœuvre Parce politicienne. Attendez, en 2017, vous ne disiez pas exactement ça. En 2017, vous disiez je ne suis pas pour les réunions uniquement réservées aux Noirs et aux Arabes. On aurait perdu. Je suis pour l'égalité, le combat contre le racisme nous concerne. On parle de groupe de parole. Il faut faire là. Je suis pour aucune réunion décisionnelle, même de réflexion sur l'orientation syndicale d'un parti qui serait fermé à qui que ce soit. Ce dont nous parlons, c'est d'un groupe de parole pour libérer la parole de celles ou de ceux qui éventuellement seraient victimes de discrimination. Parce que franchement, et à partir de là, c'est pour ça que je m'emporte sur le fait que les nombres de gens qui critiquent qu'on a pu voir n'en ont rien à fiche. Ce qu'ils veulent, c'est empêcher qu'on ose dire qu'il y a des discriminations dans ce pays, qui est le fond du sujet. Comment nous luttons contre ça? Et enfin, pas d'universalisme abstrait. L'égalité des droits auxquels on est attaché, le fait que nous sommes tous égaux en droit, ça c'est une proclamation politique défendre nos valeurs de la République, mais on sait très bien qu'après, dans les faits, on a beau dire les femmes et les hommes sont égaux, ça se passe pas exactement de la même façon. Bon, donc comment on fait en sorte pour être mieux républicain, vraiment conforme à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Si des groupes de permettre à ce que parfois des discriminations ressenties expriment mieux et qu'il y ait à partir de là. Est-ce que la formule était maladroite ou pas? Ce que j'observe, c'est qu'elle a déclenché toute une série. Voilà. Non, mais moi, j'ai pas envie de critiquer Audrey Pulvar, même si c'est pas ma candidate. Je ne vous donne pas de la critiquer, elle, de ce qu'elle a dit. À partir du moment où c'est utilisé comme une manœuvre politique pour ne pas parler du sujet, peut-être que la chose aurait pu être dite de manière plus. Mais vous disiez en 2017, efficace. Si même au nom de discrimination, on rentre dans un système qui fait que des réunions sont ouvertes à certains et pas à d'autres, on a perdu. C'est vous qui le disiez, Alexis Corbière. Mais je parlais de réunions et de stages syndicaux, je ne parle pas de gros rôle. J'ai jamais considéré. Non, c'était pas du tout. Au nom de certaines décisions, on exclut des réunions des gens. Il ne s'agit pas d'être exclu. Toutes les réunions. Vous êtes universaliste. Mais bien sûr. Mais l'universalisme, c'est le fait que dans des réunions politiques, tout le monde est invité, mais un groupe de parole particulier, ça existe. J'ai écouté à l'Assemblée nationale, les collaboratrices femmes sont dans un collectif qui a ouvert la parole sur le fait que des collaboratrices de députés subissaient des discriminations. C'était un groupe de femmes. Et alors, à cette occasion, les hommes ne venaient pas parce que les femmes étaient plus efficaces lorsqu'elles parlaient du sujet. Qui a été choqué par ça? Ça a été plutôt positif. Ça a libéré la parole. Et l'inverse? Un groupe d'hommes innés qui refuserait que les femmes entrent? Alors, je vais vous dire, il y en a un, ça s'appelle Automobile Club de France, par exemple. C'est un groupe de. Non, mais particulièrement riche. Non, mais alors, ça pose pas un sujet. Non, mais ils sont pas vraiment discriminés. Mais justement, ça pose. On me fait des grandes leçons sur le fait que tout le monde est égaux. Mais il y a un club, notamment, je cite celui-là, il y en a d'autres, le Jockey Club de France. Mais celui-là, il est à quelques mètres de l'Assemblée nationale. Les grands bourgeois de ce pays peuvent se réunir dans un club qui est interdit aux femmes. Non, la question du tout. Si c'est la question, j'entends que vous fassiez de la politique. C'est la question. Non, je fais pas de la politique. C'est que tout ça, si, Laurence Ferrari, je suis très sérieux. C'est-à-dire quand un groupe de gens discriminés se réunissent et pensent que pour libérer leur parole, il est peut-être bon que les gens qui subissent la discrimination puissent se parler. C'est une bonne chose à condition, comme je l'ai exclure certaines femmes non, il s'agit du pas débat des hommes. Voilà. Pardon, qui exclut quoi? Non, mais on peut faire un groupe d'hommes. C'est de libérer la parole, c'est pas d'interdire, c'est pas de faire, c'est que les gens puissent s'exprimer. Si la formulation d'Audrey Pulvar mérite d'être précisée, je crois que dans son esprit, elle sait plutôt, à mon avis, elle est d'accord avec moi, c'est qu'il faut permettre que les gens s'expriment, pas que des gens se taisent. C'est pour ça que certains en profitent pour, en gros, la montrer du doigt. Mais il faut que les gens s'expriment, que la parole se libère. C'est ça le sujet. Pourquoi? Pour que collectivement nous soyons meilleurs. C'est pourquoi je fais la distinction, j'espère que vous l'avez compris, entre une réunion en tant que telle et un groupe de parole, c'est pas la même chose. Quand on décide des choses, il faut qu'on le décide tous ensemble, hommes, quelle que soit la couleur de notre peau. Par contre, il est bon qu'il y ait des cadres. C'est de la sociologie, est-ce que c'est efficace ou en discuter, mais dans lequel ceux qui subissent puissent s'exprimer. Et j'aimerais que ce que voulait dire Madame Pulvar, même la présidente de l'UNEF, soit entendue et qu'on l'insiste pas. C'est pourquoi je m'emporte et que les tartuffes arrêtent. Et que pour terminer, si ça choque qu'il y a des lieux soi-disant où on ne pourrait pas tous se réunir selon notre sexe ou la couleur de notre peau, je repars de l'Automobile Club de France. C'est que les hommes riches qui se réunissent, c'est à quelques mètres de l'Assemblée nationale. Les femmes, ils sont interdites. Ça se passe encore en 2021. Les patrons de ce pays peuvent se réunir tranquillement entre hommes. C'est quoi le problème Vous voyez ce que je veux dire? Si certains veulent on va arrêter là-dessus. Mais non, mais c'est le fond du sujet. Faisons fermer ces gens riches. Vraiment pas du tout le mais sujet. pour quelle raison alors la grande bourgeoisie peut se réunir entre hommes? Bien sûr que non. Là, on parle de réunions, de groupes de parole. Et là, vous me parlez de l'Automobile Club qui n'a rien à voir. Mais bon. Pourquoi on parle des clubs? Mais vous n'êtes pas choqué par les propos de la patronne de l'UNEF? Vous n'êtes pas choqué par... Je crois m'être exprimé, mais je dis pour quelle raison est-on choqué par des groupes de parole d'une organisation étudiante? À l'occasion, on ne parle plus de la pauvreté en milieu étudiant, qui est le vrai problème. Tout ça sert de prétexte. Non, on en parle peu. Le problème à l'université serait... Et pour quelle raison on ne trouve pas choquant que les hommes riches de ce pays, dans des clubs, UP, peuvent se réunir uniquement entre hommes, interdits aux femmes? Je pose la question.
Allez, voilà, c'est qu'il y en a on des leur posera la question. triviales, mais vous avez bien compris que moi, je me bats pour l'égalité, évidemment, entre tous les citoyens. C'est ça qu'on doit faire. Une société dans laquelle, quelle que soit la couleur de la peau, quel que soit notre sexe, tous unis. Mais par moment, il y a des techniques qui permettent d'être meilleurs, d'être mieux républicains. Ne perdons pas de vue. Merci. Le fond du problème, c'est pas les propos d'Audrey Pulvar, c'est le racisme, la discrimination dans ce pays, et le sexisme aussi. Merci Alexis Corbière d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Desarmes pour la suite.